Bonjour à tous, donc première vidéo donc sur la notion de travail et technique. Je vais donc faire deux vidéos sur cette notion. La première étant celle-là qui va contenir l'introduction et la première partie du cours, le grand 1, ce qui correspond donc aux deux premières pages du polycopier. Et la deuxième vidéo correspondant donc au grand 2 du polycopier, c'est-à-dire aux pages 3 et 4 sur votre polycopier. Voilà, donc je vais suivre l'ordre du polycopier que vous pouvez donc tout à fait avoir sous les yeux pendant que vous suivez cette vidéo. Euh, et l'idée est donc de détailler un peu plus ce polycopier qui est donc tout de même très, très condensé, hein, puisque le but était de faire quelque chose de pas trop long. Je vais reprendre du début, même si certaines choses ont déjà été dites en cours concernant l'introduction et le grand 1, mais d'une part tout le monde n'était pas là, d'autre part je pense que c'est bien de reprendre du début, donc je redémarre tout de suite à partir de l'introduction, donc en première page du polycopier. Alors, en fait là, cette introduction commence par des mises au point sur les termes de travail et technique. Alors, premièrement, sur le travail, il y a une première remarque donc, que j'avais déjà évoquée en cours, qui donc consiste à attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas assimiler systématiquement la notion de travail avec la notion de salaire. Je l'avais dit, donc une année au bac est tombé le sujet que gagne-t-on à travailler, et beaucoup de copies ont fait une grande partie entière de la dissertation en défendant la réponse que ce qu'on gagne à travailler c'est de l'argent, et cette réponse en fait aurait été vraiment à éviter sur ce sujet, puisque non seulement ça n'est pas très intéressant philosophiquement de soutenir une thèse comme ça, mais surtout, tout simplement, c'est faux parce que tout travail n'est pas payé. Alors j'ai mis plusieurs exemples dans le polycopier. Il y a bien évidemment le travail bénévole qui, par définition, puisqu'il est bénévole, n'est pas payé. Mais beaucoup plus largement, il y a du travail domestique. On fait le ménage chez soi, ben, on n'est pas payé. On bricole chez soi, on n'est pas payé. Euh, Ainsi de suite. Il y a de très nombreuses situations en fait où les êtres humains travaillent sans être payés. Euh, plus largement, et c'est ce qu'on va essayer de montrer dans tout le grand 1, l'être humain a toujours été obligé de travailler vraisemblablement, et l'argent, lui, de son côté, n'a pas toujours existé. L'argent, d'après ce que disent les historiens, a été inventé au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui donc est assez tard dans l'histoire de l'humanité. L'homme de Néandertal qui travaille avec ses pierres taillées, par définition, n'est pas payé, puisque à son époque, l'argent n'existe pas. Voilà, et donc plus généralement, ce qu'on va voir dans le grand 1, c'est qu'il faut surtout partir du fait que le travail est quelque chose que nous sommes obligés de faire, pour transformer la nature, pour obtenir ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est ce qu'on voyait dans l'extrait de film avec Tom Hanks, Seul au monde, qu'on a passé vendredi matin, où donc la plupart d'entre vous étaient présents. Tom Hanks, comme Robinson Crusoe dans le roman, sur son île travaille, et il travaille pas pour gagner de l'argent, il travaille pour pouvoir survivre, parce qu'il est face à une nature hostile, et qui doit travailler pour se protéger d'un certain nombre de dangers, et aussi pour réussir à avoir de quoi manger et de quoi boire. Voilà, tout ça, ça va être un des grands axes de notre première partie du grand 1 du cours sur travail et technique. Donc ça, c'était la première remarque sur ne pas confondre travail et salaire. Deuxième remarque, on avait commencé à la faire aussi en cours, c'est que le travail est quand même lié
culturellement, étymologiquement, à une notion de pénibilité, de souffrance. A priori, ce qu'il y a quand même de commun dans à peu près toutes les formes de travail, c'est un certain effort, une certaine fatigue, et le fait de se confronter à une certaine résistance de la chose sur laquelle on travaille. Hein. Si on travaille le bois, ben, on se confronte à la résistance du bois qui ne fait pas tout ce qu'on veut, qui n'est pas de la pâte à modeler. Si on travaille pour diriger une équipe, ben, on se confronte à la résistance des, comment dire, des réactions humaines des uns et des autres, des refus des uns et des autres, etc. Voilà, donc étymologiquement, je reviendrai plus tard sur les sujets de dissertation. Étymologiquement, donc, on pense que le mot travail est venu d'un mot latin tripalium qui désignait tout simplement un instrument de torture. Tripalium, un instrument de torture formé de trois pieux, tri pour le 3, pallium pour les pieux. Voilà, donc même le terme travail serait lié à l'idée de torture dès le départ. Ça, c'est pour l'étymologie. Alors, culturellement, je l'ai mis dans le polycopier. Dans le christianisme, qui a quand même énormément marqué notre culture et jusqu'à aujourd'hui, le travail, c'est la punition infligée à l'homme par Dieu quand Dieu le chasse du jardin d'Éden. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, n'avaient pas besoin de travailler. Ils cueillaient leur nourriture dans le jardin, ils n'avaient besoin de rien. Et une fois le péché originel commis, donc la fameuse pomme de l'arbre de la connaissance, qui était le seul arbre interdit par Dieu dans le jardin d'Éden, donc une fois cette pomme cueillie, Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden et il dit à Adam, tu gagneras désormais ton pain à la sueur de ton front. Autrement dit, maintenant tu vas devoir travailler pour obtenir ta nourriture. Donc l'idée carrément d'une punition, hein, et d'une punition divine. Donc voilà, le travail est lié à la souffrance, puisque évidemment par définition une punition implique une certaine souffrance. Voilà pour ces deux remarques initiales pour l'introduction. Alors, je continue à suivre dans l'ordre du polycopier. Vous arrivez ensuite au milieu de l'introduction à une définition du travail que donc j'ai formulée comme ça. Le travail est une activité réglée, obéissant à des règles, nécessitant des efforts et tendant vers un résultat matériel ou immatériel. Alors, je commente un peu cette définition parce qu'elle est précise, mais peut-être pas extrêmement claire à la première lecture. Le travail est une activité réglée dans le sens où le travail, c'est une activité qui obéit à certaines règles. Contrairement au loisir, où justement on n'a pas de contraintes, on n'a pas de règles, dans le travail, il y a des règles. Alors, il y a des règles du collectif, par exemple de l'entreprise, il y a un règlement, mais il y a aussi, même si on travaille seul, un certain nombre de règles qui viennent tout simplement de l'objet sur lequel on travaille, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un certain ordre. Hein. Si vous êtes agriculteur, vous devez d'abord remuer la terre, puis planter les graines, puis arroser, puis récolter. Vous ne pouvez pas commencer par la récolte. Hein. Voilà, donc le travail suppose un certain nombre de règles qui viennent donc soit de la matière sur laquelle on travaille, soit aussi de la collectivité, de l'organisation du travail, quand le travail est fait à plusieurs et que donc il nécessite une certaine organisation, une certaine répartition des tâches. Le travail, deuxième partie de la définition, nécessite des efforts. Bon, ça, on en a parlé, je n'y reviens pas. Et le travail, bien sûr, tend vers un certain résultat matériel ou immatériel. C'est-à-dire que dans le travail, soit on produit quelque chose, soit on offre un service, mais dans tous les cas, le travail produit un certain résultat. Si vous êtes agriculteur, le résultat, ce sont les différentes denrées alimentaires que vous produisez. Si vous êtes manager, le résultat, c'est une certaine organisation que vous produisez. Ça peut donc être un résultat qui est immatériel.
Mais dans tous les cas, même je sais pas, on peut penser à toutes sortes de services. Si vous êtes routier, bah, vous rendez un service qui consiste à déplacer des produits d'un endroit à un autre. Et ben le résultat, c'est que les produits étaient à un endroit et qui sont maintenant à un autre, qui sont amenés comment dire, au magasin qui en a besoin. Voilà, donc ça c'est assez évident. Vous voyez que là, c'est déjà un résultat relativement immatériel, puisque celui qui transporte des objets ne les modifie pas. Et même, il a le devoir de les livrer en l'état. Donc, il rend un service, et le résultat est un changement de localisation des produits, ce qui est déjà relativement immatériel. Voilà pour cette définition du travail. Alors, le paragraphe suivant concerne la définition de la technique. Alors, terme là qui est employé pas tout à fait au sens courant. On l'emploie en philosophie dans un sens qui est proche du sens courant, mais qui est un petit peu plus large. Euh, voilà, alors la technique en philosophie, on va inclure dans la technique aussi bien tout ce qui est les savoir-faire, c'est-à-dire en fait le sens plutôt courant pardon, du terme de technique. Bah, par exemple, une technique de tissage, une technique d'agriculture, une technique de chasse, etc. Donc là, dans ce cas-là, le mot technique renvoie à un certain savoir-faire, une certaine méthode pour obtenir quelque chose. Donc ça, c'est le sens courant. En philosophie, on rajoute aussi dans le mot technique tout ce qui va être les outils et les machines qui permettent justement la production ou le service. Donc par exemple un outil, un marteau ou une machine, un ordinateur, une voiture. En philosophie, on les appelle des objets techniques. Voilà, donc ils ont la particularité, ces objets, d'être produits par l'homme. Une voiture, un marteau, un ordinateur sont tous produits par l'homme. Mais ils ont aussi comme particularité justement de permettre un certain travail. Un ordinateur est fait au départ pour travailler, même si on peut jouer aujourd'hui sur ordinateur. Un marteau est fait pour exécuter un certain travail, etc. etc. Voilà, donc d'où cette définition que je lis sur le polycopier par rapport au travail. Donc la technique, c'est l'ensemble des moyens matériels et immatériels nécessaires au travail. Les moyens matériels, ce sont donc les outils et les machines. Les moyens immatériels, ce sont donc les savoir-faire, les techniques au sens courant du terme. Voilà, j'ai donc rajouté le fait que la technique ne concerne pas que le travail, puisqu'on peut avoir des techniques, on peut avoir des savoir-faire dans d'autres choses que le travail. Ça, on y reviendra. Je mets de côté. Voilà, c'est pas central ici. Alors, toute la question, en fait, pour cette notion, alors, je vais la dire d'abord un petit peu bêtement et peut-être élaborer un petit peu plus après. Je dirais que si vous voulez formuler un peu bêtement la problématique, ça consiste à se demander quels sont les avantages et les inconvénients du travail et de la technique. C'est-à-dire qu'on va voir d'un côté les avantages, ce sera plutôt le grand 1, et d'un autre côté les inconvénients, ce sera le grand 2. Alors, pour préciser un petit peu, c'est que le travail et la technique sont ce qui permet à l'être humain, comme je le disais, de produire tout ce dont il a besoin. Et donc, dans ce sens-là, le travail et la technique ont évidemment un aspect éminemment positif. Ce qu'on verra déjà en grand 1 avec le mythe de Prométhée, dont on a commencé à parler en cours, c'est-à-dire que sans travail et sans technique, l'humanité très probablement n'aurait sans doute même pas survécu. Hein. Voilà, si vous revenez justement sur le sujet de dissertation, que gagne-t-on à travailler? Eh bien, ce qu'on gagne à travailler, d'abord, pas en tant qu'individu, mais en tant qu'humanité tout entière, ce qu'on a d'abord gagné à travailler, c'est d'abord le fait de survivre. Hein. D'un autre côté, alors, du côté des inconvénients, c'est que, bah, bien sûr, on l'a dit, le travail a un aspect pénible. Il a même, on y reviendra en grand 2, il a un aspect aliénant. On reviendra sur ce terme, l'aliénation, dans le grand 2. Dans un certain nombre de cas, le travail peut être quelque chose qui détruit considérablement notre santé physique et même
et même notre santé mentale hein, dans certains cas, hein, qu'on pense, penser à tous les phénomènes de burn-out dont on parle beaucoup aujourd'hui. Voilà. Du côté de la technique, on a aussi un certain nombre d'inconvénients qui, je pense, sont assez évidents. La technique envahissant de plus en plus nos vies quotidiennes. Alors, c'est les dépendances aux machines, l'hyperconnexion, toutes ces choses-là, mais c'est aussi la pollution et tout ce qui s'ensuit du fait que nous vivons aujourd'hui dans un environnement qui est presque de part en part technologique. Voilà, donc on va développer du coup ces deux axes. Un premier axe qui consiste à voir quels sont tous les aspects positifs du travail et de la technique dans le grand 1, et un second axe qui consistera à voir tous les inconvénients du travail et de la technique dans le grand 2. Donc première partie, première thèse. Nous commençons donc par la thèse selon laquelle, c'est le titre, le travail humain est un moyen de libération pour l'être humain et un moyen de réalisation de soi. Ça inclut bien sûr la technique, puisque comme on l'a vu en introduction, la technique c'est l'ensemble des moyens du travail. Donc si on parle de travail, on parle aussi automatiquement en même temps de technique. Alors, la première sous-partie, nous sommes donc au milieu de la page 1 sur le polycopier, concerne le mythe de Prométhée, que là aussi on avait vu en cours. Donc là, je vais aller relativement vite, puisque je pense que voilà, la plupart d'entre vous ont déjà en tête. Donc, c'est un mythe grec qui est raconté par Platon dans son livre Protagoras. Alors, selon ce mythe, donc, ça commence à un moment où les dieux de l'Olympe donc, ont gagné la guerre contre les titans, mais il n'y a pas encore toutes les espèces vivantes que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les animaux et les êtres humains. Les dieux donc décident de créer ces espèces vivantes, programment un jour pour leur sortie de terre, et ils chargent les deux frères titans, Prométhée et Épiméthée, de répartir les capacités entre les différentes espèces. Oui, alors, élément important, c'est que en réalité, ils ne vont pas faire la répartition à deux. Épiméthée va vouloir faire la répartition tout seul. Il va donc demander à son frère Prométhée d'aller faire un tour et de s'en occuper donc lui-même. Donc c'est bien ce qui se passe. Donc Épiméthée distribue les qualités à chaque espèce, avec donc une idée de répartition équilibrée. C'est-à-dire que Prométhée va donner par exemple la force à tel animal, mais il va donner du coup la vitesse à tel autre animal pour qu'il puisse s'enfuir, etc., etc. Donc une bonne répartition. Voilà, j'avais montré donc en cours le texte du mythe que je vous remettrai dans le document d'approfondissement. Voilà, cette répartition, là vous avez le texte donc normalement sous les yeux dans le diaporama. Dans sa répartition, il dotait les uns de force sans vitesse, donnait la vitesse aux plus faibles. Il armait les uns, et pour ceux qu'il dotait d'une nature sans armes, il leur ménageait une autre capacité de survie, etc. etc. Donc l'idée dans la répartition d'Épiméthée, c'est que chaque espèce puisse survivre. Quand il parle d'armer les animaux, il parle bien sûr des choses comme les griffes ou les mâchoires et des choses comme ça. Voilà, c'est important donc cette idée d'une répartition bien équilibrée, parce qu'on en reparlera dans le grand 2. On peut considérer là, d'autant plus qu'on est dans un mythe grec, qu'Épiméthée réalise en fait ce que les Grecs appellent un cosmos. On avait parlé de cette notion de cosmos chez les Grecs dans le cours sur le bonheur, dans la sous-partie sur les stoïciens, le 1.4 du cours sur le bonheur. Cette idée de cosmos, c'est cette idée que la nature est un ensemble bien organisé dans lequel chaque chose a sa place.
Et voilà, ce sera important pour notre grand 2 parce qu'on peut voir justement l'être humain comme comme la seule espèce vivante qui va être capable de perturber cette bonne organisation de la nature en détruisant des espèces, en polluant, etc., etc. Je ferme cette parenthèse-là, on y revient donc dans le grand 2. L'essentiel là pour notre grand 1, c'est surtout que donc Épiméthée oublie l'être humain dans sa répartition, et donc quand son frère Prométhée revient pour inspecter le travail qui a été fait, il se rend compte que l'être humain n'a rien. Voilà, donc ce qui explique eh bien, notre constitution physique, puisque nous n'avons pas de fourrure qui nous protège du froid, nous ne courons pas vite en tout cas comparé à beaucoup d'animaux, nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de mâchoire puissante, nous ne volons pas, etc. etc. De ce fait, nous sommes en quelque sorte un animal raté, d'après ce mythe, un animal mal fait, un animal qui n'est pas du tout adapté pour survivre. Voilà, donc vous voyez l'idée, je pense, hein, c'est un assez joli mythe, c'est que nous sommes à part dans la nature, mais là, contrairement à d'autres idées qu'on a pu voir pendant l'année, avec cette idée que l'homme serait supérieur à l'animal, là c'est un mythe qui dit que l'homme d'une certaine façon est inférieur à l'animal. Il est inférieur parce qu'il n'a pas les capacités de survie. L'animal est adapté à son environnement, l'être humain n'est absolument pas adapté à la nature. Voilà. J'avais passé en cours, hein, pour ceux qui étaient là, un extrait du sketch de Florence Foresti qui s'appelle La nature est bien faite, où sur un mode humoristique, elle exprime la même idée, c'est-à-dire que par exemple on n'est pas du tout équipé pour affronter la pluie. Si on prend notre corps seul, on n'a pas de fourrure, pas de plumes, ainsi de suite. Bon, alors, du coup, sur le travail et la technique, eh bien c'est ce dont je parlais déjà un peu en introduction, eh bien c'est le fait que du coup l'être humain va être obligé de travailler, de développer des techniques pour produire tout ce que la nature ne lui a pas donné. D'où le fait que dans le mythe, Prométhée, donc voyant que l'homme ne va pas survivre, part chez les dieux. Voilà ce qu'on voit sur ce tableau. Vous voyez sur le tableau Prométhée à gauche dérobant le feu à Héphaïstos, donc qui est le personnage massif très au centre, et on voit donc à côté d'Héphaïstos Athéna, sa compagne. Donc Prométhée dérobe à Héphaïstos le feu et le savoir technique, c'est-à-dire qu'il va donner aux êtres humains les capacités de fabriquer, qui sont les capacités qu'a Héphaïstos, hein. Si vous êtes un tout petit peu familier avec la mythologie grecque, vous savez sans doute qu'Héphaïstos, c'est le dieu forgeron, hein. Donc justement un dieu qui utilise le feu pour travailler le métal, créer des armes et des choses comme ça. Eh bien l'être humain va acquérir cette capacité, il n'a pas de griffes mais il va pouvoir se fabriquer des couteaux et des épées, il n'a pas de fourrure, mais il va pouvoir se fabriquer des vêtements. Il n'a pas de sabots pour protéger ses pieds comme le cheval, mais il va pouvoir se fabriquer des chaussures. Il n'a pas de terrier comme le lapin, mais il va pouvoir se fabriquer des maisons, etc., etc. Et on reviendra dans les sous-parties suivantes sur la différence entre le terrier du lapin et l'immeuble de l'être humain. Voilà, donc philosophiquement, ce mythe nous dit que le travail et la technique ont un rôle compensatoire. Donc là, j'arrive en bas de la page 1 du polycopier sur les conclusions philosophiques qu'on peut tirer de ce mythe. L'homme est le plus faible des animaux, mais il va compenser cette faiblesse grâce au travail et à la technique. Donc comme je vous le disais, en fabriquant tout ce que la nature ne lui a pas donné. La conclusion qui va avec, c'est que là encore, comme je vous le disais en introduction, le travail et la technique vont être d'abord des moyens de survivre, hein. Et donc c'est ce qu'on voit bien, soit dans le film Seul au monde, soit dans le roman Robinson Crusoe, c'est que l'un comme l'autre, hein, chacun de ces deux personnages qui ont en commun de devoir survivre seuls sur une île
après un naufrage, eh bien, vont devoir travailler et vont devoir fabriquer pour pouvoir tout simplement se nourrir et pour pouvoir tout simplement survivre. Donc vous voyez, encore une fois, sur le sujet que gagne-t-on à travailler, ben, c'est d'abord ça que l'être humain gagne. Il gagne le fait de survivre alors qu'il n'est au départ pas du tout adapté physiquement pour cette survie. Voilà. Et de ce fait, dernière conclusion sur ce mythe, c'est que nous allons être les seuls du coup à modifier notre environnement par cette utilisation de la technique. Vous voyez bien que par exemple nous construisons des villes, euh, nous modifions notre environnement de part en part. Aujourd'hui une ville c'est un environnement qui n'a absolument plus rien de naturel, tandis qu'un animal est précisément est capable de vivre dans un environnement naturel sans le modifier ou en le modifiant vraiment très très peu et encore dans des cas très précis. Hein. C'est-à-dire, bon, oui, il y a les castors qui font des barrages, mais je pense que vous voyez que c'est une modification de l'environnement qui est très réduite comparée à celle que nous faisons nous. Alors, ça, c'était donc pour la première sous-partie. Hein. Pour la première sous-partie, alors je l'ai dit en cours, mais j'y réinsiste. Essayez d'avoir en tête ce mythe de Prométhée, d'être capable de le raconter, de le résumer rapidement dans une copie, parce qu'il est vraiment extrêmement utile par rapport à cette notion et il est vraiment il est utilisable à mon avis dans les trois quarts voire les 9/10 des sujets sur travail et technique et vous verrez au fur et à mesure qu'on va avancer dans les parties que ce mythe va nous resservir dans le grand 2 même pour l'interpréter d'une manière radicalement différente et même presque contraire. Voilà, donc vous avez ce rapide résumé hein, qui est fourni sur le polycopier sur la première page. Donc essayez d'être capable de le raconter, de savoir écrire les noms de Prométhée et Épiméthée avec 2 E à la fin à chaque fois. Voilà. Alors, ça nous amène à la deuxième sous-partie en haut de la page 2 du polycopier. Si on rentre cette fois dans les références donc proprement philosophiques, c'est-à-dire ce qu'ont pu dire les philosophes, on trouve donc pour le 1.2 le philosophe Karl Marx, donc philosophe du 19e siècle, qui a repris ce mythe de Prométhée et l'interprète donc d'une manière, l'interprète dans le sens de sa philosophie à lui, hein, la philosophie de Karl Marx, le marxisme. Alors, pour lui, ce mythe est une manière imagée de dire que la technique, le travail sont ce qui va nous libérer de la nature et des dieux. Alors, je vais laisser peut-être de côté, en tout cas pour l'instant, la question des dieux, mais en tout cas, ce thème de la libération de la nature est extrêmement important. Parce que là, on a toute une vision, non seulement du travail et de la technique, mais même une certaine vision de la nature. C'est-à-dire que pour Marx, fondamentalement, mais alors, il n'est pas le seul. Je l'avais dit en cours, ce sont tous les modernes, tout le XVIIIe siècle des Lumières, une grande partie du XIXe siècle. Euh, tous les penseurs de cette époque vont considérer la nature comme quelque chose qui est hostile à l'être humain, vont considérer la nature comme quelque chose que nous devons combattre. Alors, c'est un peu difficile à comprendre pour nous, puisque précisément nous sommes aujourd'hui déjà libérés de la plupart des dangers naturels, mais pour ces philosophes, la nature, ça veut dire la mort, le vieillissement, les maladies, les prédateurs, un environnement qui est hostile, enfin qui n'est pas, comment dire, accueillant à la base, parce que si vous vivez dans une forêt, vous n'avez pas d'abri qui vous est donné, ainsi de suite. Alors on le retrouve pour faire le lien avec l'actualité, hein, bon, et chose que nous avons tous évidemment énormément en tête en ce moment, la nature, ce sont aussi les microbes et les virus et les épidémies. Et donc ce que nous vivons en ce moment, c'est précisément un certain retour d'une hostilité de la nature, d'un danger naturel dans lequel nous sommes en train de tout mettre en place pour nous protéger.
Voilà, donc Marx considère que justement par le travail et la technique, nous allons transformer cette nature, la modifier, pour en faire un environnement qui va nous être familier, qui va nous être accueillant. Par exemple, une ville est un endroit qui est complètement adapté à l'être humain, qui est complètement familier, qui est complètement accueillant. Alors bon, évidemment, on peut dire que c'est accueillant jusqu'à un certain point, mais je pense que voilà, ça se comprend bien. C'est que nous avons créé un environnement complètement artificiel, la ville, dans lequel tout est fait pour nous, les êtres humains, et dans lequel la nature est complètement domestiquée, voire quasiment supprimée. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à retenir, puisque voilà, vraiment cette idée que l'être humain ne va pas est un être qui ne va pas se soumettre à la nature telle qu'elle est, y compris avec tous les dangers naturels, qu'il va modifier le monde pour en faire quelque chose qui lui soit accueillant et familier. Bon, on perd un peu de vue, je ne vais peut-être pas trop multiplier les exemples pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais j'avais déjà parlé, je crois, plusieurs fois en cours du fait que pendant la majeure partie comment dire, du temps de l'humanité, c'est-à-dire en gros jusqu'au 19e siècle, la grande majorité des enfants n'arrivaient pas à l'âge de 10 ans et mouraient avant. Donc par exemple, les progrès de notre médecine, et notamment pour ce cas précis de la mortalité infantile, l'apparition des vaccins et donc les inventions de Pasteur ont permis que nous, comment dire, que nous puissions combattre la nature qui tuait 7 ou 8 enfants sur 10 avant qu'ils atteignent l'âge de 10 ans. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui, mais c'est réellement ce qui se produisait. Voilà, donc évidemment, hein, les progrès de la médecine font justement partie pour Marx de cette domestication de la nature et de tous ces progrès, de tous ces combats que l'être humain a menés comment dire, pour dominer la nature, hein, pour dominer la nature et pour se créer un environnement qui soit beaucoup moins dangereux. Alors, je multiplie pas les exemples, mais si donc j'avais passé ce long extrait du film Seul au monde, c'est justement parce qu'il me semble qu'on voit un peu dans cet extrait ce que ça peut vouloir dire qu'une nature hostile et le fait que un être humain seul sur une île déserte va avant tout devoir combattre cette nature hostile, essayer de survivre dedans et donc travailler, développer des techniques pour permettre cette survie. Ne citez pas le film dans les copies, mais par contre, je vais mettre dans le document d'approfondissement sur travail et technique un certain nombre de choses sur Robinson Crusoe. Le roman, c'est exactement le même principe et vous pouvez utiliser du coup cette référence de Robinson Crusoe comme exemple classique donc, pour développer la même idée. Donc, tout ça, c'était pour l'interprétation par Marx du mythe de Prométhée. Comme vous le voyez sur le polycopier, hein, cette deuxième sous-partie du grand 1 sur Marx contient un petit a et un petit b. Ça, c'était donc pour le petit a. Alors, pour le petit b, c'est toujours Marx. Ça s'intitule donc Le travail comme essence de l'homme, mais c'est une idée encore un peu différente. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on allait reparler de la différence entre le terrier du lapin et l'immeuble de l'être humain, et c'est donc ici que nous allons en reparler. Vous avez donc sur le polycopier cette citation de Marx, qui est une citation assez longue, qui ne fait peut-être pas partie des citations à apprendre par cœur entièrement, mais c'est une citation qui résume très très bien l'idée de Marx sur ce point. Je vous la lis dans un premier temps. Une araignée, donc écrit Marx, une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l'abeille surpasse, par la structure de ses cellules de cire, l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire
dans la ruche. Alors, l'idée donc ici fondamentale, c'est que on peut dire dans une certaine mesure que les animaux travaillent. Mais Marx va considérer qu'en réalité, il faut distinguer très radicalement le travail humain du travail animal pour une raison qui est à la fin de la citation et qui est en gras là sur la diapositive, c'est-à-dire le fait que l'être humain, avant de construire quelque chose, pense d'abord dans sa tête la chose qu'il va construire et ensuite la réalise. Inversement, l'animal ne pense pas la chose avant de la construire et en fait l'animal qui produit de manière instinctive. Alors, pour clarifier, vous voyez que Marx, dans la citation, prend deux exemples de travail animal. C'est l'araignée qui tisse sa toile et c'est l'abeille qui fabrique sa ruche et qui fabrique des cellules de cire pour contenir le pollen dans la ruche. Euh, alors, la première partie de la citation, du coup, la première phrase consiste à dire que si on regarde de loin, le travail de l'animal a l'air de ressembler au travail de l'être humain. Puisque une araignée tisse une toile de la même manière, apparemment, que les êtres humains, les tisserands en particulier, les tisserands tissent du tissu. Hein. Le tisserand, c'est celui qui fabrique le tissu. À l'époque de Marx, hein, il parle bien sûr avant l'apparition des machines qui tissent à la place des êtres humains. Donc, de loin, ça ressemble. L'abeille fabrique, elle aussi, elle travaille apparemment. Elle fait des cellules de cire qui sont très géométriques, hein, qui sont, comment dire, qui ont un aspect assez impressionnant quand on les regarde. Donc apparemment, l'abeille fait la même chose que l'architecte et l'araignée fait la même chose que le tisserand. Mais, dit Marx, et c'est la deuxième partie de la citation, après le retour à la ligne sur la diapo, mais, dit Marx, la grande différence, c'est que l'architecte, avant de construire ce qu'il construit, il l'a pensé dans sa tête, alors que l'abeille, elle, ne l'a pas pensé, et de la même façon, le tisserand, avant de faire du tissu, pense aux opérations qu'il va devoir faire pour réaliser ce tissu, les conçoit, les anticipe, alors que l'araignée tisse sa toile de manière instinctive. On retrouve ici, je vous l'ai mis dans la petite note en bas de la page 2 sur le polycopier, on retrouve ici une idée qui ressemble beaucoup à celle de Rousseau, idée qu'on avait vue dans le cours sur la liberté dans le Grand 1, au début du Grand 1. Si vous vous souvenez, Rousseau distinguait l'être humain et l'animal en disant que l'animal est enfermé dans son instinct, qu'il ne peut pas exécuter des actions qui soient autre chose qu'instinctives. Vous vous souvenez peut-être, c'est l'exemple du pigeon qui jamais ne mangera de la viande et du chat qui jamais ne mangera du grain. Donc l'animal est enfermé dans son instinct, alors que, donc nous disait Rousseau, l'être humain a un libre arbitre. Et donc l'être humain a la possibilité de désobéir à son instinct, a la possibilité de faire des actions qui ne sont pas instinctives, et même de faire des actions qui vont contre son instinct. Vous vous souvenez peut-être, c'était l'exemple de l'être humain qui boit de l'alcool alors que son instinct lui dit que l'alcool n'est pas bon pour lui, puisque la première fois que vous essayez de boire de l'alcool, ça sent mauvais, ça a très mauvais goût, et donc le corps réagit instinctivement en nous disant que c'est mauvais. Et pourtant, certains d'entre nous continuent à boire de l'alcool, et même certains d'entre nous, malheureusement, deviennent alcooliques et peuvent aller jusqu'à se tuer, jusqu'à détruire leur santé en buvant de l'alcool, alors que leur instinct leur avait indiqué que c'était quelque chose de mauvais. Donc on retrouve dans une certaine mesure la même idée, puisque si vous l'appliquez au travail, Marx dit, désolé pour ce bruit, euh, Marx dit que le travail de l'animal est un travail qui reste strictement
instinctif. L'araignée tisse sa toile instinctivement et d'ailleurs elle la tisse toujours de la même manière. L'abeille fabrique sa ruche instinctivement et d'ailleurs elle fabrique toujours des ruches identiques. Voilà, voilà, j'avais parlé en cours, hein, je crois, de cet exemple du fait qu'on a des descriptions datant de l'Antiquité romaine des termitières. Et que si vous lisez cette description aujourd'hui devant une termitière d'aujourd'hui, ben, la termitière est strictement identique. Donc il y a répétition par la termite d'un schéma de la termitière qui est toujours le même, qui est un schéma purement instinctif, et il n'y a pas d'évolution des techniques puisque les techniques sont purement instinctives. Inversement, l'homme, comme il pense la chose avant de la faire, eh bien, il va pouvoir faire évoluer ses productions, il va pouvoir faire évoluer ses techniques, puisque une fois que, par exemple, l'architecte a construit une maison, il peut regarder cette maison, voir ce qu'il y a à améliorer, et pour la prochaine maison qu'il construit, intégrer dans ses nouveaux plans les modifications auxquelles il a pu penser. Voilà, donc on a cette idée que l'être humain pense quand il travaille, tandis que l'animal ne pense pas quand il travaille, que l'être humain ne travaille pas instinctivement, tandis que l'animal travaille instinctivement. Alors, pourquoi c'est important par rapport à notre grand 1? C'est important parce que pour Marx, ça veut d'abord dire que l'être humain se différencie des animaux en travaillant. C'est-à-dire que l'être humain va d'une certaine façon, devenir supérieur à l'animal par son travail. Vous voyez qu'on n'est pas toujours pas très loin du mythe de Prométhée, et que l'être humain va pouvoir évoluer justement par son travail, par le fait qu'il le pense. D'une manière même plus générale, le travail nous oblige à aller contre notre instinct, puisque avant d'arriver à mon résultat, je suis obligé de passer par toutes sortes d'intermédiaires, alors que instinctivement, j'ai envie d'arriver tout de suite au résultat. Voilà, de ce fait, c'est ce que vous avez à la fin hein, de la deuxième sous-partie du polycopier, vers le milieu de la page 2. L'être humain, pour Marx, il s'émancipe de son instinct, il se libère de son instinct en travaillant. Et de ce fait, pour Marx, le travail, c'est l'essence de l'homme, c'est-à-dire le travail, c'est ce qui définit véritablement l'homme, c'est ce qui le différencie véritablement de l'animal. C'est une idée importante parce que on trouvera la réciproque dans le grand 2, c'est-à-dire que pour Marx, un travail dans lequel on ne pense plus, par exemple un travail à la chaîne dans une usine, un travail dans lequel en fait il n'y a plus aucune place pour la pensée, pour la conception, va être du coup pour Marx un travail qu'il appelle aliénant, c'est-à-dire un travail qui va devenir extrêmement pénible par le fait que c'est un travail qui va d'une certaine façon contre notre essence d'être humain. Je ferme la parenthèse, on en reparlera dans le grand 2. Voilà, donc à retenir du coup pour Marx, d'abord l'idée que le travail nous permet de lutter contre la nature hostile et de construire un monde qui soit adapté à notre existence d'être humain. Et deuxièmement, l'idée que le travail, c'est ce qui nous différencie des animaux, que le travail n'est véritablement qu'humain, c'est-à-dire l'animal, en fait, pour Marx, ne travaille pas vraiment, il n'y a que l'être humain qui travaille, par le fait que le travail implique justement cette capacité de conception, cette capacité de pensée dans laquelle on imagine d'abord ce qu'on va faire avant de le faire, et c'est aussi tout ça qui va permettre l'amélioration de ce que nous produisons au fil des années, au fil des générations. On revient là aussi, soit dit en passant, sur la notion de culture. Pour ceux qui étaient encore là dans les dernières séances, on avait parlé du fait que la culture se caractérisait par l'invention, par la transmission aux autres générations et aux autres êtres humains, et par l'amélioration. Vous voyez que dans ce que Marx dit sur le travail, on retrouve finalement ces trois traits. L'homme a la capacité d'inventer de nouveaux objets parce qu'il pense ces objets, il transmet cela aux autres, et les autres vont pouvoir l'améliorer parce qu'ils vont repenser à nouveau
les produits à partir des produits qu'ils ont déjà. Et tout ça, donc selon Marx, c'est ce qu'on ne trouve pas chez l'animal qui ne va ni inventer, innover, ni transmettre, ni améliorer au fil des générations, ce qui explique du coup pourquoi les termitières, les ruches n'ont pas changé depuis des milliers d'années, tandis que les constructions de l'être humain n'ont pas arrêté de se modifier, de s'améliorer. Voilà, donc on retrouve du coup cette thématique de la culture. Là vraiment pour Marx, une distinction très nette entre l'animal qui n'est que nature, que instinct, et l'être humain qui est culture grâce à sa pensée, et ce processus de culture qui se voit d'après lui avant tout dans le travail. Voilà pour cette deuxième sous-partie. Alors, on arrive donc à la troisième sous-partie de ce grand 1. On est en bas de la page 2. Alors ça, je ne vais pas le reprendre parce qu'en fait là, on retrouve très exactement la même idée qu'on a développée dans une des sous-parties du cours sur conscience et inconscient. On retrouve le philosophe Hegel avec cette idée donc que par le travail, l'homme accède à la conscience de soi, et c'est donc, on en avait très longuement parlé dans la question de la connaissance de soi, c'est le 1.3, pardon, excusez-moi, c'est le 1.2, il me semble, du cours sur la conscience, c'est-à-dire cette idée que l'être humain prend conscience de lui-même par ses réalisations, par ses productions, dans le travail, dans l'œuvre d'art, ainsi de suite, que dans ses productions, son intériorité se manifeste dans l'extériorité, puisque précisément ça ressemble à Marx, l'idée du produit que j'ai dans la tête va être réalisé dans la matière, dans le monde extérieur, et que de ce fait, nous allons laisser notre marque sur le monde en produisant des objets que nous avons d'abord pensé. Voilà, donc là, je n'y reviens pas parce que on l'avait déjà vu et en plus on s'y était arrêté du coup assez longuement. Mais donc c'est une troisième manière de défendre les aspects positifs du travail. Euh, C'est-à-dire de dire que c'est par le travail que nous allons prendre conscience de nous-mêmes, prendre conscience de nos capacités, prendre conscience de notre puissance d'être humain, prendre conscience de notre capacité de créer de l'ordre dans le monde à partir du désordre. Hein. Là, voilà, là encore, je multiplie pas trop les exemples, mais pensez à l'agriculteur qui fait un champ, et ben, il va créer un ordre, un champ carré, débarrassé des arbres dans un désordre initial qui est celui d'une végétation, d'une forêt, ainsi de suite. Donc, voilà, en résumé sur ce grand 1, si on fait le bilan. Trois raisons donc pour lesquelles le travail est un moyen de libération et de réalisation de soi. Premier moyen ou première idée, c'est que celle de Marx, et du mythe de Prométhée, c'est que le travail nous libère des dangers naturels. Le travail va nous permettre de survivre en nous libérant des menaces que représente pour nous l'environnement naturel. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, c'est que le travail va nous forcer à aller contre notre instinct, va nous libérer d'une certaine manière de notre instinct. C'est toujours Marx, hein, c'est le 1.2 petit b. Et que par le travail, nous allons donc nous élever au-dessus de l'animal. Alors, non seulement nous élever au sens où nous devenons plus forts que l'animal, mais aussi nous élever au sens où cela nous fait développer notre pensée, ça nous fait entrer dans le processus de culture, et de ce fait, ça nous éloigne progressivement de l'animal. Voilà, et donc une chose à retenir aussi, toujours pour cette deuxième idée, c'est que le travail, en fait, est d'une certaine façon ce qui nous permet de passer de la nature à la culture. Hein. C'est par le travail que nous allons passer d'un monde naturel à un monde culturel. C'est par le travail que nous allons transformer le monde qui nous entoure. Troisième et dernière idée, pour soutenir que le travail est un moyen de libération et de réalisation de soi pour l'être humain, c'est le fait que le travail nous fait prendre conscience de nous-mêmes, avec cette idée de Hegel, selon laquelle, donc là même en tant qu'individu, pas seulement en tant qu'espèce humaine,
qui s'élève de la nature à la culture et qui survit, mais même en tant qu'individu, nous allons prendre conscience de nos capacités dans le travail en imprimant notre marque sur le monde et en faisant passer dans l'extériorité les idées, les pensées que nous avons dans l'intériorité. Voilà, c'est tout pour ce grand 1 sur le travail. Donc la deuxième vidéo sur le grand 2 sera sans doute postée dès demain. Voilà, en attendant, essayez déjà d'assimiler ces idées par rapport à tous ces aspects positifs du travail et de la technique.